Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Shot dead on his doorstep in the quiet town of Nairn, the killing of Alistair Wilson remains a mystery. 17 years on, he'd been putting his sons to bed in November 2004 when a man in a baseball cap appeared at his door. After the suspect handed a blue envelope marked Paul, the 30-year-old banker was gunned down. Des histoires étranges de l'ère numérique. Imaginez une soirée froide de novembre ordinaire dans un village tranquille en Écosse. En quelques instants, un visiteur inattendu déclenche une tragédie inexplicable. Alistair Wilson, un père de famille sans histoire, discute devant chez lui avec un inconnu venu sonner à sa porte. Quelques minutes plus tard, il est abattu devant sa maison sans raison apparente. Une enveloppe bleue vide, 3 coups de feu, un mystérieux pistolet de collection sont au cœur d'un des plus grands mystères d'Écosse. Sébastien, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile? Ça va bien aussi parce qu'on aborde un de mes sujets préférés dans les true crime. On revient un peu à une histoire un petit peu plus classique, je veux dire, c'est-à-dire avec une chronologie un petit peu plus simple que nos derniers épisodes. Et moi, ce qui me fascine dans l'univers du true crime ou dans ces histoires-là, c'est le crime parfait. Oui. C'est un crime souvent qui est commis sans mobile apparent, sans parfois laisser de traces, laisser d'ADN ou autre. Puis le cas de Alistair Wilson est vraiment un cas parfait de meurtre inexplicable à quelque part. Ah oui, absolument. Hein. Depuis qu'on travaille sur ce cas-là, je me questionne, puis j'arrive pas, vous allez voir, là, j'arrive pas à me brancher sur une des hypothèses. Si je ne veux pas trop vous en dire. Exact, parce que vous allez voir, mais se faire assassiner au pas de sa porte un soir de semaine en famille, c'est quelque chose que personne souhaite, évidemment. Non. Puis ça marque quand même. C'est une exécution quand même faite à grand déploiement, à quelque part. Là. Il y avait un message qui tentait d'être envoyé avec cette exécution-là. Puis on va tenter aujourd'hui d'y aller un peu dans le style distorsion, c'est-à-dire avec beaucoup de détails. On va se plonger dans cette histoire-là de soirée de novembre en Écosse pour refaire la chronologie de cette histoire-là puis discuter des différentes théories. Il y a eu des développements aussi en 2024. Donc, c'est une histoire qui date quand même d'il y a quelques années. C'est survenu en 2004, je crois. Oui, exact. Début du siècle. Oui, c'est ça. Du nouveau siècle. Du nouveau siècle. J'étais correct quand même. Début du millénaire. Oui, c'est ça, oui. Ça faisait Mais il y a quand même eu des développements 20 ans plus tard. Donc, c'est très intéressant de voir. Vous allez voir, on va refaire la chronologie des événements et on va y arriver tranquillement. Ça va être un épisode vraiment cool. Puis, en after show, on va parler d'un autre cas. Vous savez, on est l'hiver, hein? Je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez, vous. Je sais que c'est spécial parce que cet épisode-là, pour nos membres Patreon, va être disponible fin décembre, donc en 2024. Mais je crois que le grand public sur Spotify, Apple Podcast, ça va être au début de l'année 2025. Exact. Donc, je ne sais pas s'il faut vous souhaiter bonne année. Oui, c'est vrai. Joyeux Noël, bonne année tout le monde. Oui. Et c'est un peu une thématique hivernale pour cet épisode-là qui se déroule en novembre en Écosse, une soirée froide. Et aussi notre after show pour nos membres Patreon, où on va parler du meurtre inexpliqué de Michel Perron, une histoire québécoise survenue dans les années 80, qui avait passionné le Québec à cette époque-là, puis qui est encore une fois une femme assassinée dans sa voiture d'une manière un peu inexplicable un soir de décembre en pleine tempête de neige. Et évidemment, bon, il y a le mari qui était au centre de l'enquête. En même temps, il y a eu 2 procès, une condamnation, un procès où il a été innocenté. Et au final, il y a encore plein de mystères autour de cette histoire-là. On va en discuter en after show avec nos membres Patreon, bien entendu. Mais Seb, qu'est-ce qu'on boit avant d'en arriver là? Oh oui, on retourne en arrière encore avec
pas une ancienne bière, mais Farnham, Oui. une bière de la microbrasserie Farnham, qui était un de nos premiers amours aussi de IPA, je me Oui, c'est rappelle vrai. à l'époque. Et ils ont sorti une Hazy Pale Ale, comme on aime bien. Et ça n'a pas de nom en tant que tel. Souvent, ils vont donner le nom, le nombre d'IBU comme nom ça à a la longtemps bière. été comme ça. Hein? Je Oui. bois la 67. Oui, ou, exact. Et dans ce cas-ci, c'est la 37. OK. Donc, excellente Hazy. Les quelques gorgées que j'ai prises actuellement sont délicieuses. Donc, Shout out to Farnham. Et ça nous vient de qui, ça? Kevin Huguet, si je Oh. le prononce bien, qui nous a offert une tournée de bière à partir de notre site web, distorsionpodcast.com. Vous le savez, petit onglet tournée de bière, vous nous donnez un don, vous nous suggérez une bière et le tour est joué. Ben oui, puis merci à ceux qui nous encouragent encore Oui. via la tournée de bière, parce que c'est vraiment la première mécanique de dons qu'on a instauré. vrai, c'est C'était vrai. avant Patreon, c'était avant vrai. d'avoir des commanditaires, tout ça, c'était vraiment le début pour nous, qui au final, ça nous faisait dépenser plus qu'autre Oui, chose, oui, parce on qu'on s'entend. on s'achetait plus de bière. Mais shout-out à ceux qui utilisent encore cette mécanique-là qui nous aide à remplir notre frigo de bons breuvages froids. Oui, c'est très apprécié. On a aussi un shout-out 5 étoiles, une review sur Apple Podcast qui nous vient de Dave Maxel et il nous dit « Meilleur accompagnement de bénévolat. Aujourd'hui, je fais le Noël des nôtres en étant accompagné de votre podcast sur Chad. Excellent accompagnement de tâches en général. Merci les gars. » Donc, je ne sais pas c'est quoi le Noël des nôtres. Ça semble être une activité de bénévolat Oui, j'imagine, ouais. de Noël. Je ne sais pas si cet auditeur ou auditrice-là nous vient d'Europe ou du Canada. Mais shout-out à tous ceux qui font du bénévolat de Noël. C'est bien important. Oui, on en a besoin à longueur d'année, mais on le sait que le temps des fêtes, c'est encore plus une période qu'on a besoin de bénévoles. Oui, effectivement. Aussi, cadeau de Noël, si vous nous écoutez avant Noël, et pourquoi pas un cadeau de Saint-Valentin, tiens, la nouvelle merch de Distorsion, on vous rappelle qu'elle est disponible sur notre boutique en ligne au distorsionpodcast.com, la collection Lake City Quiet Pills avec le hoodie, le t-shirt, les casquettes et aussi le t-shirt Key Lime Pie qui est apparu il y a quelques semaines et l'engouement est bien présent. Merci à ceux qui représentent Distorsion, qui contribuent à la propagande des histoires étranges de l'ère numérique. Oh oui, vous êtes des parfaits ambassadeurs. Oh oui. Dis-moi, Émile, est-ce que tu as déjà eu besoin d'un petit boost le matin, mais sans vouloir te tourner vers le café ou même les boissons sucrées? Oh que oui, ma gueule! Surtout les lendemains de nos shows des cabarets des curiosités du web, quand on a trop fêté avec Côté Sombre, ça prend un petit boost matinal. Oh oui, mais j'ai la solution pour toi. Les shots pressés à froid Dose Juice, avec 4 ingrédients biologiques, gingembre, curcuma, citron et poivre noir. C'est un concentré d'énergie 100% naturel et sans caféine. Ça sonne comme une bonne alternative, mon Seb. Pas de sucre ajouté, pas de dilution, juste du pur boost naturel. Exactement. En plus, c'est super facile à intégrer dans ta routine. Un petit shot et boum, t'es prêt à attaquer ta journée. Et ce qui est vraiment top, Seb, c'est que Dose est dispo un peu partout. IGA, Metro, Walmart, Super C, Maxi, Avril et même Costco. Il y en a aussi évidemment dans vos petites épiceries de quartier ainsi que sur leur site web dosejuice.com. Oh, et on a une offre spéciale juste pour les distordus. Profitez de 20% de rabais sur votre première commande en ligne avec le code DISTORSION20 sur dosejuice.com. Donc, Dose Juice, c'est un petit shot pour un grand impact. Seb, là-dessus, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le meurtre inexplicable d'Alistair Wilson? Oui, madame. Et monsieur. Yeah. Je te parle un peu de la vie de Alistair Wilson, Seb, parce Oui. qu'on va en parler de long en large aujourd'hui. Puis, à la base, on n'en connaissait pas tant que ça sur sa vie. C'est un peu un homme, je dis pas ça d'une manière condescendante, mais un homme sans histoire. Oui. Hein. On dit souvent ça des gens qui nous entourent et souvent, les histoires de true crime commencent comme ça. C'est Puis on se rend compte que c'est pas finalement des gens qui sont Non, pas sans histoire à 100%. Alistair est né le 4 mars 1974 à Ayrshire, en Écosse. Il est le deuxième enfant d'Alan et Joanne Wilson, après sa sœur aînée Gillian.
La famille d'Alistair vivait à Beth, une petite ville de 6000 habitants située à 35 km au sud-ouest de Glasgow, qui je crois est la capitale de l'Écosse. Il me semble que oui. Alistair fréquente l'école primaire de Beth avant de poursuivre ses études à l'Académie Garnock à Kilbirnie. Son professeur d'anglais, John Odgart, se souvient de lui comme d'un élève calme et respectueux. Alistair, qui n'avait pas l'habitude de boire avant l'âge légal ni de causer des problèmes, passait ses week-ends à écouter de la musique chez des amis ou encore au Beth Golf Club où il jouait au golf. Jamie Thornburn, un ami d'école, décrit Alistair comme un étudiant sérieux et déterminé. Sachant déjà qu'il voulait travailler dans le secteur bancaire, Alistair met tout en œuvre pour parvenir à son objectif. Après ses études secondaires, il s'inscrit donc à l'Université de Stirling en comptabilité et droit des affaires. Diplômé en 1996, il rejoint la même année la Bank of Scotland en tant que stagiaire diplômé. Puis c'est là qu'il va commencer une longue carrière en finance. Éventuellement, il va rencontrer sa femme Veronica, dont on va parler là, au moment des faits, au niveau de la fameuse soirée fatidique. Et Alistair et Veronica se rencontrent lors d'un événement social organisé par des amis communs à Inverness, une ville là, située dans les Highlands en Écosse. Leur connexion est immédiate. Alistair était alors âgé de 25 ans. C'est un jeune banquier ambitieux, tandis que Veronica, pleine de vie et d'énergie, aspirait à une carrière dans le secteur éducatif. Leur attirance mutuelle se transforme rapidement en une belle histoire d'amour et après quelques années de fréquentation, ils décident de se marier. 5 ans plus tard, Alistair, maintenant âgé de 30 ans, est un banquier respecté travaillant à la Bank of Scotland dans la ville de Inverness. Il est reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son intégrité, des qualités essentielles dans son rôle de financement des entreprises locales. Ce poste l'amène à prendre des décisions qui influencent directement la survie ou la croissance des entreprises de la région des Highlands. Une responsabilité qui, bien que sensible, ne semble lui avoir valu aucun ennemi connu là, à ce qu'on sache. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, dans les petites, souvent dans une grande ville comme Montréal et Paris, le banquier lui-même est un peu une pièce de puzzle remplaçable. Oui, c'est-à-dire que dans les grandes banques, surtout au niveau des entreprises, dans les grandes villes, si c'est pas Simon qui te sert à la banque ou qui gère ton compte, s'il est parti, ça va en être un autre et tout ça. Mais je sais que dans les plus petites communautés, les plus petits villages, le banquier en a lourd sur les épaules parce que souvent, il va dealer, par exemple, avec des entreprises, que ce soit des entreprises agricoles, mais des entreprises familiales, des fois qui vont pas toujours bien. Donc, on en a lourd à porter. C'est souvent le sauveur ou le bourreau des entreprises dans les petites communautés. Puis, souvent, c'est des gens qui vont rester un peu plus longtemps, un moins grand roulement que dans les grandes villes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine pression là, des entrepreneurs locaux. Oui, puis ces gens-là, tu les croises à l'épicerie, tu les croises un peu partout, plus facilement du moins que dans une grande ville où on est tellement éparpillé que les chances sont minces. Donc, c'est vrai que ça doit être particulier quand tu refuses un prêt ou quoi que ce soit à un entrepreneur. Oui. Je sais que ça a mené... je connais quelqu'un qui travaille en politique municipale dans un petit village au Saguenay, puis c'est pas facile à être un représentant de politique. Et non parfois, prendre des décisions ou même des fois, c'est juste par association. Ton parti a pris une décision qui a de l'impact sur l'économie locale. Ça mène à des conflits. Les gens vont te croiser, vont t'insulter à l'épicerie la fin de semaine ou lorsqu'ils te croisent dans la communauté. C'est un peu ingrat comme métier. Ah oui, absolument. Ici, on est moins habitué de croiser nos élus. Là. Oui, non, exact. Oui, ils sont tellement, encore une fois, répartis un peu partout. Exact. Les amoureux Alistair et Veronica vivent dans une maison chaleureuse et accueillante située dans le quartier résidentiel de Nairn, une charmante ville côtière sur la mer du Nord là, en Écosse. Nairn est réputé pour ses plages de sable fin, ses paysages magnifiques et son atmosphère tranquille, ce qui en fait un lieu idéal pour élever des enfants.
Le couple apprécie particulièrement la proximité de la nature et il profite souvent des sentiers de randonnée et des activités de plein air que la région a à offrir. Effectivement, je suis allé voir sur Google Maps, puis en plus, bien situé, Alistair et Veronica, leur maison. Ça doit être à 5 minutes de la plage. Ils possèdent une jolie maison, un bâtiment de style traditionnel qui est le reflet de leur vie familiale. Elle est décorée avec soin, mêlant souvenirs de voyage, photos de famille et objets qui racontent leur histoire ensemble. Côté personnel, Alistair mène une vie familiale paisible avec Veronica, qui est devenue, qui est une partenaire dévouée, aimante. Ils ont 2 jeunes enfants, Andrew, âgé de 4 ans, et Graham, âgé de 2 ans. Leur foyer est également renforcé par la présence du père de Veronica, qui vit avec eux et apporte un soutien précieux dans leur quotidien. Il aide aux tâches ménagères. Et donc, c'est important de le savoir parce qu'il n'était pas... c'est ça, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison à ce moment-là. On va y arriver. Sa présence permet à Alistair et Veronica de mieux gérer leurs responsabilités respectives puis de consacrer davantage de temps à leurs enfants. Veronica, elle, est très impliquée dans la gestion du foyer familial et joue un rôle central au niveau des enfants, tandis qu'Alistair, bien que très pris par le travail, est un père attentif et aimant. Mais c'est plus lui qui a le rôle de ramener l'argent au foyer. C'est le pourvoyeur, à quelque part. Là. Il consacre aussi beaucoup de temps libre à ses enfants, Andrew et Graham, évidemment, et les week-ends sont souvent l'occasion de faire des activités familiales. Leur foyer dégage une atmosphère de stabilité et de tranquillité et leurs relations de voisinage sont marquées par des liens amicaux et un attachement à leur communauté locale. Donc, en apparence, c'est un peu une petite famille parfaite là, qui entre dans les clichés. Là, la vie d'Alistair semble exemplaire, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Pourtant, les décisions sensibles qu'il doit parfois prendre en tant que banquier pourraient susciter des tensions. Malgré cela, rien ne laisse présager qu'il pourrait être exposé à des menaces sérieuses. Alistair avait récemment choisi de démissionner de son emploi à la Bank of Scotland, information importante ici, et il devait commencer un nouvel emploi à Inverness dans un cabinet conseil environnemental. Il espérait que son nouvel emploi lui permette de passer plus de temps avec sa petite famille. Il était très, très excité par cette transition-là. C'était des bonnes nouvelles pour lui. Oui, parce que c'est vrai que j'imagine que le type d'emploi qu'il avait, ça devait être tellement prenant aussi au niveau de la charge mentale. Aussi, même si tu es à la maison, des fois, ton esprit, en tout cas, j'ai l'impression que ce type de poste-là doit être assez exigeant. Le soir du 28 novembre 2004, vers 19h, la sonnette se fait entendre à la porte de la maison familiale. Veronica ouvre et se retrouve face à un individu qui prononce uniquement les mots « Alistair Wilson ». Elle referme la porte et monte à l'étage pour aller chercher son mari, qui, lui, s'apprêtait à rejoindre leur fils, en pyjama, qui attendent l'histoire que leur père leur raconte chaque soir avant de s'endormir. Un moment crucial de la routine dodo. Oh oui. Alistair descend et se présente devant l'homme. Il échange quelques mots avec l'inconnu pendant 3 à 5 minutes, ce qui est quand même un certain temps. Oui. Au cours desquels, celui-ci lui remet à Alistair une enveloppe bleue portant le prénom Paul, écrit au stylo. Perplexe, Alistair retourne à l'étage pour montrer l'enveloppe à Veronica. Après une brève discussion avec sa femme, il retourne à la porte et continue l'échange avec l'inconnu pendant environ 1 à 2 minutes supplémentaires. C'est alors que 3 coups de feu retentissent. Alistair est abattu de 3 balles à bout portant. Veronica, en état de choc, descend rapidement après avoir entendu les coups de feu. Elle retrouve son mari gisant dans une mare de sang. Elle aperçoit le tireur s'éloigner calmement le long de la route. Andrew, âgé de seulement 4 ans, entend les cris et descend pour y trouver son père mourant dans le cadre de la porte. Toute une vision qui doit rester longtemps là, dans la tête d'un enfant. Là. Ah, tu dis, c'est incroyable, on va reparler justement de ça. Donc, ça se passe très rapidement, là, cet événement-là. On parle de 2 discussions, une de 3 à 5 minutes entre Alistair puis l'inconnu à la porte. Oui. Après ça, il remonte avec la soi-disant enveloppe pour parler à sa femme. Oui. Et après ça, lorsqu'il revient, c'est là qu'il y a encore une discussion avec l'inconnu de la porte. Il y a 3 coups de feu qui sont
qui sont entendus. Là. C'est tellement bizarre. C'est assez direct. Là. Puis Oui. tout ça, ça se passe à une heure, justement, de je ne sais pas Oui, quelle heure 19 exactement, heures, ça, 19 heures, exactement. Donc, peu après le souper, Oui. les gens sont encore debout. Oui, oui. On est dans une rue où il y a quand même un certain voisinage. Là. Il y a des maisons à côté. Là. On Oui, n'est oui. pas au bout du bois. C'est particulier là, comme crime. Ah oui, j'arrive pas à comprendre. C'est un plan parfait pour se faire attraper comme meurtrier, presque. Ben oui, parce que tu as plusieurs témoins oculaires, tu prends ton temps, tu ne te sauves pas. Non, c'est tellement étrange. Parce que le tueur, on va y revenir, vous allez voir, on va analyser ça de long en large, mais le tueur était quand même chill là, lorsqu'il Oui, marchait sur oui, la oui. route. Il se sauvait pas à la course. Là. Non, c'est vraiment weird. Véronica, elle s'empresse de composer le 999, qui est le numéro d'urgence en Écosse, et traverse immédiatement au Havelock Hotel, situé devant la résidence familiale, afin d'aller chercher de l'aide. Alistair, malgré ses blessures, est encore conscient pendant quelques instants, mais il succombe à ses blessures 1 heure plus tard à l'hôpital. Puis je voulais ça m'a intrigué le 999. Je l'avais déjà vu, au lieu du 911. Puis je voulais vous faire je voulais vous parler un peu de où est-ce que ça vient, le 999, en fait. Parce que pourquoi qu'on compose 999 quand on est en situation d'urgence? Puis ça vient de Londres, en fait. En 1937, il y a eu un feu, un incendie meurtrier, en fait, en 1935. Où on aurait eu besoin des accès d'urgence, puis ça a été créé 2 ans plus tard. Et pourquoi le 9? C'est que le cadran téléphonique rotatif de l'époque, il était plus facile à localiser et à composer, même dans l'obscurité, et même s'il y a de la fumée. Parce que c'est ça que je me demandais, c'était juste une technicalité ou quelque chose comme ça? Et ils ont même pu modifier les cabines téléphoniques pour permettre l'utilisation gratuite avec le chiffre 9, qui est une technicalité, en fait. Oui. Ben oui, parce que tu me fais penser, parce que c'est vrai, sur les fameux téléphones rotatifs, pour tous nos auditeurs, auditrices qui n'ont jamais vécu ça, mais écoute, on n'a pas vécu ça longtemps, nous non plus, même étant peut-être plus âgés que certains d'entre vous. Moi, mes parents, on en ont eu un bout de temps, mais c'était plus par attrait vintage que par réel besoin, mais lorsque tu pars du 1, tu fais presque un tour au complet, puis tu es arrêté par le petit stoppeur. Oui. Fait que le 9, c'est celui qui est le plus loin, si je ne m'abuse. Il me semble que oui. Fait que c'est là que tu as le moins de rotation à faire. Oui. Tu as juste à faire tac, 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 rapidement. Là. Le 9, il est au bout. T'sais. Ah oui, OK. Je pensais c'était plus long, mais tu as raison. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que le 9 est à la fin. Donc, t'en as pas long à faire. C'est lui que t'en as le moins à faire. Ah, je pensais que c'était l'inverse parce que j'avais l'impression que tu craquais jusqu'en haut, puis là, ça revenait. Ah, d'après moi, le 1, c'est lui qui est le plus long. Mais c'est peut-être ça aussi. On dit que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas composé là-dessus que je suis plus certain. Mais c'est pour ça que, selon moi, c'est le plus simple à faire dans une situation où il y a le feu. Là. Tu veux te mettre le doigt dans le trou, c'est celui qui est juste à côté du stopper. C'est ça, c'est le dernier. Là, c'est exactement. Puis pourquoi en Amérique du Nord, nous, c'est le 911. C'est aux États-Unis en 68 qui ont voulu le faire. Puis le 1, ça l'indiquait en fait aux centrales spéciales. En tout cas, c'était comme un code, une technicalité qui permettait d'indiquer que c'était un numéro spécial avec les centrales téléphoniques de l'époque. Au Canada, on l'a adopté en 1972. Mais il faut savoir qu'en 1959, Winnipeg, au Manitoba, avait initialement adopté le 999, mais ils se sont alignés avec les États-Unis lorsque le 911 est devenu plus global. Bon, ben Winnipeg était en avance sur quelque chose. Oui, c'est assez rare qu'on peut dire ça. Je poursuis l'histoire. La police écossaise commence à interroger Véronica, les voisins, ainsi que tout autre témoin potentiel. Les enquêteurs examinent la scène de crime à la recherche de la moindre trace laissée par l'agresseur, mais les indices sont très limités. Des témoins signalent avoir vu un homme étrange rôdant dans le quartier le soir du meurtre. La description donnée par Véronica évoque un homme mesurant entre 1,70 m et 1,80 m, rasé de près, portant une casquette de baseball noire, enfoncée sur son visage, et un blouson bleu foncé de style aviateur, ainsi qu'un jeans foncé, et il serait âgé entre 35 et 40 ans. D'autres témoins confirment avoir vu cet homme près de la maison des Wilson peu avant le meurtre. C'est comme un outfit très commun, mais en même temps
particulier, j'avoue. Tu sais, le manteau style aviateur, tout ça, mais c'est quelqu'un que si tu publies un portrait robot, tu vas en trouver pas mal. Plusieurs au pied carré. Là. Oui, puis ça devait être la mode en plus, j'ai l'impression de cette tranche d'âge-là en plus. Hein. Plusieurs voisins expriment leur choc et leur inquiétude face aux suspects qui courent toujours et qui ne semblaient pas pressés de quitter les lieux. La majorité d'entre eux soulignent que Nern est généralement un endroit paisible où des événements de cette nature sont extrêmement rares. Ils rapportent également aux policiers qu'Alistair et sa famille étaient des voisins amicaux et respectés. Avec toutes ces informations en tête, les autorités cherchent à comprendre. Pourquoi ce père de famille à la vie rangée a-t-il été assassiné, alors qu'il semblait être aimé et respecté de tous? Oui, puis en plus, dans le style de mort, on dirait, Seb, que ça évoque presque la présence d'un hitman, d'un tueur à gages professionnel. Tu sais. Il y a un criminologiste, d'ailleurs, il y a un très bon podcast qui a été fait qui s'appelle The Doorstep Murder en 2018, je crois, par la BBC. Et qui va vraiment en long et en large dans cette histoire-là. Évidemment, on l'a écouté pour la conception de cet épisode. Et il y a un criminologiste qui se prononce sur cette théorie-là, parce que vraiment, selon lui, c'est une preuve de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde de l'assassinat, de se pointer comme ça au pied de la porte de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait aussi valider absolument l'identité de sa cible. C'était pas un meurtre au hasard, là. Puis qui voulait aussi communiquer quelque chose avec l'enveloppe, sachant que ça allait se retrouver dans les médias. Parce que, revenons-en, l'enveloppe, elle était vide. Il n'y avait rien dedans. Oui. Il y avait juste le nom Paul, une enveloppe bleue avec le nom Paul. C'est ça. Donc, il faut que ça circule, cette info-là. Puis il est reparti avec l'enveloppe. Oui, c'est ça qui était faut pas oublier. Et le fait de faire ça, cette exécution-là, devant sa femme et ses enfants, peut aussi être très intentionnel, toujours dans le but de lancer un message clair. Donc, selon ce criminologue-là, que malheureusement son nom m'échappe là, dans le podcast de Doorstep Murder, ça ressemble énormément à un contrat de mafieux. Mais Alistair, il n'y a rien de quelqu'un qui interagit avec le monde interlope. Là. Donc, c'est bizarre un peu. Tu sais, un meurtre comme ça, devant la famille, avec autant de professionnalisme, la personne se pointe calmement au pied de la porte de quelqu'un, pratiquement à une heure où les gens sont debout, là, à 19h, tout le monde est à la maison. C'est moins subtil que de jour même, où il y a moins de gens, ou en fin de soirée, ou la nuit. Puis après ça, on repart calmement. C'est quelqu'un qui en a fait d'autres. Là. Oui, je comprends ça. Il n'avait pas l'air stressé par le cas, donc c'est vraiment particulier. Ça ressemble à un meurtre de mafia, à quelque part. Les enquêteurs effectuent une analyse minutieuse de la scène de crime, collectant des douilles de balles et d'autres indices laissés par le tireur. L'absence de preuves évidentes concernant un mobile, une motivation en fait, motive la police à explorer divers scénarios. Des enquêtes approfondies sur le meurtre sont menées auprès de 14 000 personnes. 3 500 déclarations ont été recueillies et des enquêtes porte-à-porte ont été menées à plus de 1000 adresses dans la ville de Nern. Donc, ils ont ratissé large quand même. Oui, hein? Des images de vidéosurveillance provenant de 670 sources différentes ont également été collectées et examinées par les agents, mais toujours rien de concret qui permettrait aux enquêteurs de comprendre le mobile. Les autorités se retrouvent dans une zone d'ombre qui, même avec le témoignage de Veronica, qui a vu l'homme, elle s'est tenue en face de lui, ne semble pas éclairer les enquêteurs sur son identité. Une théorie datant de 2005 et publiée dans un journal national affirme qu'Alistair avait été pris pour cible par un assassin de l'IRA, qui est en fait l'armée républicaine irlandaise. Oui. Donc, c'est une théorie qui avait été soulevée, je crois, dans un magazine ou dans un article, comme quoi il aurait refusé une proposition. On parlait tantôt justement des gens qui vont voir les banquiers dans les petites villes pour de l'argent. Eux, l'armée républicaine irlandaise aurait demandé un prêt de 26 millions de livres sterling, puis une aide pour blanchir de l'argent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aurait eu cet assassinat-là. Puis j'ai creusé un peu parce que je sais que ça a été écarté, je crois, cette théorie-là. Okay. Mais de mon côté, on dirait que c'est difficile de l'écarter
parce que quand on lit un peu plus sur l'armée républicaine irlandaise, on se dit que OK, ben, c'est peut-être un filon intéressant. C'est c'est un peu une milice, c'est une organisation paramilitaire là, indépendante. Là. Okay. Ça ressemble presque plus comme une mafia, si tu veux, là, sur mon avis. Ça a été formé en 1919, comme en 1919, là, comme successeur des Irish Volunteers. Puis leur but, c'est mettre fin au règne britannique en Irlande. Donc, ils sont carrément anti-Angleterre, parce que l'Écosse fait partie du Royaume-Uni. Donc, eux sont vraiment opposés à ça. C'est une organisation qui s'est scindée plusieurs fois, qui est reconnue pour être très active puis violente dans les conflits en Irlande, là. Ils ont été impliqués dans plusieurs actes controversés. Ils ont été responsables de plusieurs actes de terrorisme, même des attentats à la bombe, des assassinats qui ont mené à des pertes de vie, des destructions significatives. Ils seraient apparemment aussi là, dans le domaine du financement illégal. Ils auraient reçu des financements illégaux là, de la Libye, des États-Unis aussi. Puis ils pratiqueraient le racket, entre autres, pour financer ces activités. Il y aurait cette organisation là aurait déposé les armes apparemment en 2005, donc un an après la mort de Alistair Wilson. Donc, ils auraient terminé leurs activités peu après là, le décès d'Alistair, donc ils étaient encore actifs à ce moment-là. Donc, je voulais creuser un petit peu plus au niveau de cette organisation-là parce que je trouve que c'est peut-être un filon intéressant, une organisation paramilitaire qui a l'habitude là, d'effectuer des actes un peu de terrorisme, des actes violents, tout ça, et qui aurait un lien potentiel avec Alistair Wilson, ça pourrait faire du sens à quelque part. Ah oui, absolument. Je reviens vraiment dans la chronologie. On est toujours à Nairn, fin 2004, et un travailleur de la ville, là, un certain Sandy Park, est sollicité afin de résoudre un problème de canalisation bouchée qui perdure depuis 1 an sur Seabank Road. L'eau inonde les trottoirs depuis un moment, causant des désagréments aux habitants. Et là, il y a un différend entre le Highland Council et le Bear Scotland qui complique la situation, chacun niant sa responsabilité là, sur le dégât d'eau. Et l'employé, Sandy, exaspéré, ordonne finalement à une équipe de travailleurs de régler le problème rapidement. Mais ça prend toujours du temps, les travaux de la voirie. Hein? Ah oui? Le 8 décembre, donc 10 jours après le meurtre d'Alistair Wilson, des balayeurs, en fait, viennent nettoyer en partie là, les fossés de la ville suite à ça. Puis, ils font une découverte choquante, Seb, un petit pistolet qui a été aspiré des égouts lorsqu'ils faisaient des travaux. Et cette trouvaille qui a été faite par le balayeur de rue le Charles McLaughlin devient une pièce cruciale de l'enquête car il a été retrouvé non loin des lieux du meurtre, là, près de la rue où est située la maison d'Alistair. Puis en plus, l'arme n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un modèle très particulier, ce qui rend encore cette histoire-là là, encore plus abracadabrante. C'est un pistolet NL Soul Model 1, Model 1. Et c'est vraiment un petit pistolet là, de, je pense, 6,35 mm. Donc, c'est un peu en dehors des standards habituels. C'est tout petit, là, ça rentre dans une poche. Très cute. Et c'est une marque de collection, en fait. Là. Et je vous en parle un petit peu. Il est aussi connu sous le nom là, de Schmeisser Pistol Model 1, qui est un pistolet de poche qui est très rare. Il a été produit à partir de 1920 en Allemagne, un petit calibre qui se distingue là, par son design très ingénieux et ses caractéristiques de sécurité avancées. Il y a un mécanisme à culasse non verrouillé et un indicateur de chargement qui font un modèle unique pour son époque. C'est vrai, quand on le regarde, ça pourrait être un pistolet moderne, mais il date de 1920. La production très limitée, le contexte historique de l'entre-deux-guerres et ses spécificités techniques contribuent à sa rareté actuelle avec son inscription distinctive, le CGNL Soul Schmeisser Patent sur la culasse. C'est un pistolet qui est très recherché par les collectionneurs.
étant donné son innovation là, au début du siècle. Oui, oui. J'ai fait des petites recherches sur ce pistolet-là. Écoute, j'ai pas les contacts pour en trouver, mais j'en ai vu qui se détaillaient autour de, sur des genres de pages de collectionneurs qui indiquent le prix qu'ils l'ont payé. Ouais. Là. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont payé autour de 675 Américains, mais il y a quelques années, donc ça doit valoir plus cher. J'ai aussi tenté de savoir quel genre d'inventaire il y avait de ces pistolets-là en Irlande ou en Écosse, pardon, ou même au Royaume-Uni d'une manière globale. Puis c'est dur à dire parce que ça a été produit quand même assez longtemps. J'ai pas réussi à le trouver, là. Parce que lui, c'est le Model One, donc c'est vraiment le modèle datant de 1920, parce qu'ils en ont fait pendant plusieurs années au cours du siècle. Donc après, c'est difficile de savoir exactement lesquels se retrouvent où là, dans l'histoire. Oui, oui. Tu sais, le logo là, de l'entreprise, là, le SH, on dirait de la façon qu'ils ont disposé, on dirait un signe de dollar. Oui, un peu. Parce qu'au début, je pensais, pourquoi ils ont imprimé un signe de dollar? Mais en fait, c'est la marque chez Meiser Patton. Oui, Hanel Soul. Oui, c'est ça. Okay. Le H et le S. Et là, il y a plein de spéculations sur l'identité du meurtrier qui surgissent suite à cette découverte-là, sans pour autant aider à résoudre le mystère qui continue d'intriguer la ville au complet et les enquêteurs. Cette découverte soulève rapidement des questions sur le choix de cette arme qui est peu courante au Royaume-Uni. Les enquêteurs commencent à examiner son origine et s'interrogent sur son lien potentiel avec Alistair. Ils se questionnent également sur la façon dont elle a été obtenue par le tireur. Les munitions utilisées dans le meurtre datent des années 1980 ou 90 et en 2016, un deuxième N.L. Schmeisser a été retrouvé à Nairn et remis à la police. Particulier, hein? Ah oui. Ils en ont redécouvert un deuxième parce qu'il semblerait que c'est effectivement des balles provenant de ce modèle de pistolet-là qui a été retrouvé sur les lieux. Là. Donc, il a été assassiné par un N.L. Schmeisser Model One. Là. Okay. C'est fou pareil. Oui, mais là, on va se plonger dans l'enveloppe qui a été reçue. L'enveloppe bleue qui portait le nom Paul, elle devient rapidement un élément central de l'enquête. Véronica explique que, d'après ce qu'elle a vu, l'enveloppe semblait vide, mais son contenu exact et sa signification restent toujours un mystère. Qui est ce Paul? Pourquoi Alistair est-il retourné voir l'homme avec l'enveloppe? Ouais. Il faut également savoir que le meurtrier est reparti avec l'enveloppe après l'avoir abattu, ce qui ne laisse aucune preuve médico-légale. Véronica a longuement été interrogée en lien avec la discussion que elle et Alistair ont eue lorsque son mari est venu lui montrer l'enveloppe. Elle a déclaré devant 5 représentants de la police que Alistair lui aurait dit « Salut mon amour, je viens de lui parler pendant 5 minutes et je n'ai aucune idée de qui il est. Il m'a donné une enveloppe vide et je suis perplexe. Mais une question demeure. Si Alistair n'avait aucune idée du but de la visite de l'étranger, la conversation aurait dû être brève, du genre « Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais ici? » Mais Alistair savait-il pourquoi l'homme était là? D'où la longue conversation. Oui, tu as raison, parce que, tu sais, si c'était vraiment... s'il y avait... Parce que 3 à 5 minutes avec un inconnu au pied de la porte, moi, je passe pas autant de temps avec un témoin de Jéhovah que je veux revirer de bord, tu sais. Non, c'est ça. Donc, puis en même temps, la personne, si elle devait juste faire un meurtre, elle restait longtemps, 3 à 5 minutes, à jaser avec. Après, Alistair est revenu à l'intérieur. La personne l'a attendu en face de la porte. Exact. Donc, pendant ce temps-là, Alistair aurait pu, entre guillemets, prendre une arme, dans le sens que... mais la personne l'a attendu. Puis c'est après, il a encore discuté 1 à 2 minutes avec. Donc, il s'est dit des choses. Il y a eu des... Je ne sais pas si c'est des vérifications, mais il y a eu des questions posées là, pendant le 3 à 5 minutes initial, puis le 1 à 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est dit dans le 1 à 2 minutes pour que là, le tireur fasse feu? Parce que Alistair aurait eu une chance de s'en sauver en rentrant la première fois. Oui, c'est vrai. Hein? Non, puis ne pas retourner dehors, c'est spécial. Oui, parce que là, je viens à me questionner, est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas le contenu de la discussion, mais est-ce qu'il aurait pu empêcher d'une certaine façon de se faire tirer? Est-ce que c'est plutôt la conclusion de ça qui a amené à ça, puis qu'au départ, c'était peut-être pas l'objectif premier du tireur? Là. Est-ce que c'était son objectif, vraiment,
de tuer Alistair ou c'était de vérifier quelque chose, tu sais. Oui, exact. On dirait que tout le mystère est dans ces 3 à 5 minutes-là. Oui, c'est tellement. Malgré plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs constatent que Véronica ne le savait clairement pas. Il y a peut-être eu quelque chose dans l'enveloppe qu'Alistair aurait retiré ou qu'il a rendu à l'inconnu, puis il s'est montré confus devant sa femme et lui a montré une enveloppe vide pour gagner du temps. Si Alistair s'était senti menacé, pourquoi serait-il retourné voir l'inconnu? Pour une raison ou une autre, le tueur semblait confiant quant à son retour. Souvenons-nous également que le père de Véronica vit avec le couple. Ce dernier affirme aux policiers ne pas avoir entendu la sonnette retentir lorsque l'inconnu s'est présenté à la porte. Donc, il est un peu d'aucune aide, là, le père. Non. La police examine également l'hypothèse qu'Alistair pourrait avoir été impliqué involontairement dans des affaires financières nébuleuses ou qu'il aurait pu être en difficulté personnelle ou même professionnelle. Bien qu'après une enquête approfondie, les informations sur ses finances et son travail ne révèlent aucune anomalie évidente. En l'absence d'un mobile clair, la police explore plusieurs pistes. Une erreur d'identité ou un désaccord personnel qui aurait pu se traduire en menaces violentes. Une des théories qu'il vaut la peine d'éliminer en premier est celle de l'erreur sur la personne, selon moi, Seb. Okay. Est-ce que ce serait possible qu'un autre Alistair fût été la cible de ce meurtre? Surtout que le lien avec un certain Paul, écrit sur l'enveloppe, ne semble pas explicite du tout. Et bien qu'Alistair soit un prénom relativement courant en Écosse, l'homme a mentionné le nom complet à Véronica, ce qui réduit la probabilité que le tueur ait commis une erreur sur la personne. Mais cependant, cette possibilité n'a pas été totalement écartée par les enquêteurs. Parce que c'est vrai, c'est quand même un nom commun au Royaume-Uni, Alistair Wilson. Oui. Ça ne doit pas être le seul. Donc, est-ce que ça se pourrait vraiment que ce soit une erreur sur la personne, puis que justement le nom de Paul, que personne n'a été en mesure de relier à Alistair, soit lié à un autre Alistair Wilson? Ça se pourrait. Ouais. Moi, on dirait que c'est peut-être une hypothèse auquel je crois un peu. Une autre théorie suggère aussi que le meurtre d'Alistair pourrait être lié à son emploi de banquier. On en a parlé beaucoup. Hein. En tant que professionnel respecté dans le domaine, il prenait des décisions qui influençaient directement la vie là, et des entreprises de la région. Puis cette responsabilité-là, bien que sensible, semblait pas lui avoir valu d'ennemis connus, là, du moins.
Plusieurs théories ont circulé au fil des ans pour expliquer son meurtre, dont une rumeur non fondée selon laquelle il aurait eu des liens avec des gangs criminels de Glasgow, peut-être justement en lien avec l'armée républicaine dont on parlait. Néanmoins, les enquêteurs ont exploré aussi la possibilité qu'Alistair ait pu être impliqué involontairement dans des affaires financières nébuleuses ou que, sans le dire, il aurait peut-être pu être en difficulté personnelle ou professionnelle, là, même financière, sans le dire à sa femme, par exemple. Oui. Mais les informations sur ses finances et son travail ont été vérifiées, puis il n'y a aucune anomalie évidente là, qui est ressortie de cette investigation-là. Donc, il ne semblait pas, par exemple, avoir de problèmes de jeu ou des grosses dettes là, accablantes. Là. C'est ça qui me trouble aussi. Le fait qu'il y a en tout cas, du moins dans ce qui est apparent, il y a rien. Il y a rien. Non, c'est ça. Aucun indice. En 2018, maintenant, plusieurs années après le meurtre en 2004, il y a la publication du livre d'un certain Peter Bleksley. Le livre s'appelle « To Catch a Killer », qui relance l'intérêt pour l'affaire d'Alistair Wilson. Une source révèle à Bleksley une théorie plutôt surprenante. Le meurtre serait lié aux finances du Livingston Football Club, le club de soccer de Livingston. Oui. Cette information, apparemment connue dans le milieu juridique, n'aurait pas été divulguée par crainte de représailles. Et le club, qui avait connu une ascension fulgurante au début des années 2000, se trouvait à ce moment-là dans une situation financière désastreuse au moment du meurtre d'Alistair. Okay. Et en février 2004, soit quelques mois avant le meurtre d'Alistair Wilson, le club de Livingston est placé sous administration judiciaire par la Bank of Scotland où Alistair travaillait, cumulant des dettes s'élevant à 7,2 millions de livres sterling. Wow! Donc, il y avait le club de football qui semblait affecté à quelque part par les activités de la banque où travaillait Alistair. Oui. Mais est-ce que là, c'est pas un peu tordu de relier ça à lui-même? Là, c'est gros quand même. Ben oui, pour des prêts comme ça, souvent, c'est pas seulement une seule personne qui valide. Là, non, exact. Peter Bleksley, l'auteur du livre, affirme également qu'un homme âgé aurait été vu en détresse sur un banc public peu après le meurtre. Il aurait confié à un passant « Je ne peux pas croire que j'ai élevé un fils qui ferait une telle chose ». Et ce fils, qui aurait aujourd'hui une quarantaine d'années, a récemment été libéré de prison pour des infractions liées à la drogue et vivrait dans la clandestinité. Et au moment du meurtre, il fréquentait régulièrement l'hôtel Havelock en face et aurait eu accès à des armes à feu apparemment. Malheureusement pour la famille Wilson, le témoin clé, le père qui était en larmes, pourrait être décédé depuis. Donc, ils n'ont pas réussi à le retracer. En 2009, maintenant, lors d'une enquête à Nairn, Bleksley, le même auteur, reçoit une information anonyme suggérant que le meurtre serait un travail interne. Cette piste reste floue, laissant planer le doute sur l'origine exacte de cette affirmation. Par ailleurs, la police cherche à interroger Sean Douglas, qui, lui, était un voisin d'Alistair à l'époque du meurtre, qui n'avait pas été interrogé initialement et qui a depuis déménagé en Amérique du Nord. Et son père, Keith Douglas, a affirmé que Sean était présent dans leur maison familiale sur la rue au moment du meurtre. Donc, il ne peut pas être le tueur, mais peut-être qu'il pourrait être un témoin ou quelque chose comme ça. Oui, donc, encore une fois, c'est une piste qui semble floue. Donc, il y a certains... c'est sûr qu'en 2009, on est quand même quelques années après le meurtre. Je présume que les autorités étaient peut-être un peu passées à autre chose. Là. Mais on sent que ça ne semblait pas être une priorité. Il y a plusieurs pistes comme ça qu'on dit on dirait qu'ils n'ont pas abouti dans ce cas-là. Oui, après 4 ans, veut pas, il y a d'autres dossiers qui arrivent plus récents. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, veut pas dans la vie, c'est ça qui fait l'ordre des choses. La nouveauté des dossiers plus en cours versus des dossiers résolus. Oui. Malgré des efforts considérables, les enquêteurs n'ont pas abouti à des résultats concrets. Entre 2006 et 2017, l'enquête est restée largement inactive. Les pistes se sont dissipées et les témoins potentiels n'ont pas fourni d'informations pertinentes. Les années passent sans que des avancées significatives ne soient réalisées, laissant la famille d'Alistair et la communauté dans l'incertitude la plus totale. Mais Émile, qu'en est-il des preuves numériques? Il y avait des caméras de surveillance dans la région à l'époque, mais le tueur n'a jamais été capturé sur les caméras. On imagine que ce serait bien différent si le meurtre s'était déroulé de nos jours avec toutes les sonnettes intelligentes qui existent.
Oui, c'est clair, parce que c'était dans un lieu quand même résidentiel. Il y avait un hôtel en face. Probablement que le tueur, effectivement, ça a tellement l'air d'un meurtre professionnel que sans doute qu'il avait fait son travail de repérage avant, puis qu'il avait bien analysé la présence des caméras. On était en 2004, bon, c'est moins important la présence des caméras qu'aujourd'hui. Même la définition des lentilles et tout ça est vraiment meilleure maintenant. On peut zoomer énormément, on peut faire de la reconnaissance faciale. C'était pas le cas à l'époque, mais malgré tout, ça me surprend, il n'a jamais été capturé. Mais ça, c'est une chose, selon moi, là, on a toujours tendance à penser que ça pourrait régler tellement de crimes, hein, les sonnettes intelligentes. Mais on l'a vu dans le cas, on a déjà parlé du cas d'Elisabeth Berrazza à Distorsion. Vous savez, elle a été assassinée, elle, même chose, dans sa cour avant, alors qu'elle tenait une genre de vente-trottoir. Elle vendait des items le matin. Un matin de semaine, je pense, dans un quartier résidentiel, avec une sonnette intelligente. Et malgré tout, le tueur n'a jamais été attrapé, il n'a jamais été filmé clairement par la sonnette. L'angle coupait, tu sais. Donc, on dirait que même les sonnettes intelligentes, si quelqu'un est déterminé à faire le crime parfait, il va le faire. Là. Ah ben oui, effectivement. Le tueur aurait marché vers la gauche sur la rue d'Alistair, Crescent Road, et vers Marin Road, ce qui mène vers la plage et la mer. Il aurait marché calmement, il n'aurait même pas couru après avoir commis un meurtre sauvage. C'est quand même spécial. Oui, c'est clair. Pour ce qui est de l'ADN, rien n'a été retrouvé. Le seul lien que nous pouvons faire est l'arme du crime avec la balle retrouvée. Cette période de stagnation est particulièrement éprouvante pour Veronica, la veuve d'Alistair. Elle a souvent exprimé son désespoir face à l'absence de progrès dans l'enquête, soulignant que le meurtre de son mari était devenu une ombre sombre sur leur famille. La frustration croissante face à l'inaction des autorités conduit Veronica à faire appel publiquement à toute personne ayant des informations sur l'affaire. Les enquêteurs ont continué de chercher des liens potentiels entre le meurtre d'Alistair et son travail de banquier, tout en n'excluant pas la possibilité d'une erreur d'identité, bien que cette dernière semble de moins en moins probable au vu des circonstances. Plusieurs théories des internautes laissent aussi un doute quant à la responsabilité de Veronica dans l'affaire. Oui, parce que souvent, même dans les cas de... Bon, souvent, ça arrive très souvent, on le sait, hein, que les femmes sont assassinées par leur mari. Oui. Donc, souvent, une des premiers endroits qu'on regarde, c'est le mari. Mais même dans un cas d'homme assassiné, souvent, la première personne qu'on regarde, c'est la femme aussi. Hein, parce que des fois, il y a des discussions de divorce, des conflits au niveau financier, familiaux et autres. Donc, c'est normal que Veronica ait été sous le radar des policiers, même si elle était présente lors du meurtre. Ah non, absolument. Et à plusieurs reprises, les gens mentionnent l'absence de réaction face au coup de feu. La maison des Wilson est face à un hôtel-pub qui est très fréquenté et personne n'a entendu de coup de feu. Aucun témoin oculaire de la scène. Il n'y a matière à se poser des questions. Pour ce qui est de Veronica, les enquêteurs l'ont tassé des suspects potentiels, affirmant que la piste de l'adultère ou même du triangle amoureux n'était pas une piste envisageable. Donc, pas de jalousie ou... c'est ça, là, rien de ça. Non, elle n'aurait rien à se reprocher aussi dans ce cas-ci. Oui. Ce n'est qu'en novembre 2017, Seb, là, pas mal plus tard, que l'enquête commence à prendre un nouveau tournant. La police décide finalement de réévaluer les éléments du dossier à la lumière des nouvelles technologies et des méthodes d'investigation modernes. En mars 2022, les enquêteurs intensifient leurs efforts en se concentrant sur des aspects négligés de l'affaire, notamment la vie personnelle d'Alistair et son objection concernant le projet de terrasse devant le Havelock Hotel. Parce que oui, quand on commence à fouiller, on trouve des petites affaires. Cette renaissance de l'enquête ravive l'espoir au sein de la communauté et parmi les proches d'Alistair. Les autorités lancent des appels à témoins afin d'encourager toute personne ayant des informations pertinentes à se manifester. Le fait que l'affaire soit réexaminée avec un regard neuf suscite également un regain d'intérêt médiatique et public pour le cas non résolu, qui passionne l'Écosse, là, de l'air de rien, depuis 20 ans. Oui. Une théorie retient particulièrement l'attention des enquêteurs, celle de l'hôtel Havelock. Et on va en parler un petit peu, là, Seb.
L'Havelock Hotel, c'est un établissement chargé d'histoire qui a su évoluer avec le temps tout en conservant son charme d'antan. Construit en 1857, ce bâtiment classé revêt une importance historique particulière qui lui vaut d'être protégé par le patrimoine. À l'origine, la Havelock House était la résidence d'été de l'émir de l'Inde. Ce dernier la nomma en l'honneur du major général Sir Henry Havelock, un officier britannique hautement respecté qui se distingua lors de la rébellion indienne de 1857. Sir Havelock, dont la statue orne aujourd'hui Trafalgar Square à Londres, était le seul général anglais à avoir commandé une brigade écossaise, ce qui ajoute à la singularité de son parcours. Au fil des années, cette demeure victorienne s'est transformée en un pub-hôtel familial typiquement écossais. Et aujourd'hui, le Havelock Hotel offre une atmosphère chaleureuse et décontractée, alliant le charme d'un pub traditionnel au confort d'un hôtel moderne. L'établissement dispose de 5 chambres spacieuses et bien équipées, toutes dotées de salles de bain privées. La décoration, inspirée par l'ambiance balnéaire, crée une atmosphère lumineuse et aérée. L'un des atouts majeurs du Havelock Hotel est sa situation privilégiée. Bénéficiant d'une vue imprenable sur la plage de Nairn et le Moray Firth, l'hôtel profite pleinement de son emplacement avec un grand jardin-terrasse, idéal pour savourer un verre en admirant le paysage. Le bar animé de l'hôtel est devenu aussi un lieu de rencontre apprécié des locals et des touristes. Cependant, les visiteurs préférant le calme sont invités à demander une chambre plus tranquille lors de leur réservation, notamment pendant les week-ends où l'ambiance peut être plus festive. Ça fait du bruit. Oui, oui, oui. Le Havelock Hotel offre une super expérience pour les passionnés d'histoire aussi dans un cadre côtier et enchanteur. Et en 2004, ils vont apporter un changement anodin pour plusieurs, mais qui ne passe pas inaperçu pour la famille Wilson. Le propriétaire Andy Burnett décide de construire un prolongement à la terrasse, chose qui ne plaît pas à Alistair et à sa famille. Le bruit occasionné par ce projet et l'augmentation de l'activité devant leur maison familiale deviennent rapidement une source de préoccupation pour la petite famille. Les Wilson vivaient juste en face de l'hôtel, comme on en parlait, sur Crescent Road, et la nouvelle terrasse construite durant l'été 2004, sans permis, devient le centre d'une controverse dans la communauté. Wilson décide de déposer une objection formelle auprès des autorités locales. Et il va écrire une lettre, et dans cette lettre, il se plaint du bruit accru, des verres de bière éparpillés dans la rue, le verre cassé aussi, ainsi que de l'inconfort ressenti par sa famille face aux clients qu'il dévisage lorsque, par exemple, il fait des travaux dans sa cour. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est un drôle de setup, là, devant une maison familiale, un hôtel comme ça avec une terrasse. Oui, j'avoue, là. Donc, l'objection est envoyée au service d'urbanisme la semaine précédant son meurtre, ce qui est un drôle de timing, là. Donc, ce qui semble être une simple dispute de voisinage prend une genre de tournure dramatique, là. Et le jeudi 25 novembre 2004, une copie de la lettre d'objection de Wilson, d'Alistair, révélant son identité, est envoyée au propriétaire du pub. Et dans les jours qui suivent, l'objection devient un sujet de conversation animé dans le bar du Havelock Hotel. Les enquêteurs croient maintenant que cette dispute est au cœur du mobile du meurtre. Le détective superintendant Graeme Mackey a déclaré « Nous comprenons que l'objection d'Alistair était ouvertement discutée dans le bar le vendredi 26 novembre jusqu'à son meurtre le dimanche 28 novembre. » Et plus inquiétant encore, la police a reçu des informations suggérant que les menaces auraient été proférées contre Alistair Wilson dans le pub le samedi soir précédent le meurtre. Oh. C'est weird, ça, presque la veille. Oui, oui. Les enquêteurs cherchent donc à savoir si quelqu'un parlait de manière disproportionnée en parlant de ces mesures-là, ou si c'était un petit peu plus une blague, ou si c'était pas sérieux, là. Est-ce qu'il y avait un réel danger? On ne sait pas, là. Mais le dimanche, le 28 novembre, Alistair sera abattu sur le pas de sa porte, là. Donc, c'est drôle qu'un... Ben, c'est pas drôle, au contraire, là, mais c'est fou un conflit de voisinage qui pourrait escalader comme ça, là. Hey, tu dis... Mais on en a vu même au Québec oui, qui sans se terminer en meurtre
Ben, des fois, ça se termine en meurtre. Hein? Oui, oui. Il y a une John McAfee avec les oui. chiens de son voisin, oui, ça n'a pas bien fini. Même, je me rappelle plus où au Québec, en région, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est fâché contre sa voisine, puis il l'a tiré, là, tout bonnement. Là, ça avait été filmé par les caméras de lui-même. Il l'attendait, puis il l'a tiré. Là, puis c'est un conflit qui dégénérait depuis un certain temps, une mésentente entre eux, mais mon Dieu, je comprends là, que des fois, là, des conflits de voisins, c'est que tu n'as pas le contrôle sur tout. Hein? Oui. Veux pas t'es pogné, ça doit te monter une rage là, pour que tu sois à un point de tuer quelqu'un pour un conflit. Il me semble qu'il y a d'autres solutions. Je ne sais pas, c'est tellement extrême. Là. Dans le cadre de leur enquête, des agents de la police écossaise se sont même rendus au Canada en 2022 pour interroger un expatrié écossais, Andy Burnett, qui était propriétaire de l'hôtel à l'époque. La police a décrit le litige concernant la demande de permis de construire comme étant une piste importante pour l'enquête. Burnett a exprimé sa volonté d'aider, affirmant qu'il n'était pas en train de cacher des informations. Selon des déclarations, il a vu la commotion devant la maison des Wilson le soir du meurtre. Il a également aidé les paramédics à remettre Alistair sur une civière après qu'il soit tombé. Il serait tombé d'une civière. Ben oui, c'est étrange. Hein? Burnett a également remarqué que la montre de Wilson se détachait et a tenté de réparer le bracelet pendant que la victime était transportée en ambulance. Il a pris Véronica par les épaules et lui avait demandé ce qui s'était passé, ce à quoi elle a répondu qu'un homme avait sonné à la porte. Mais après vérification, les enquêteurs ont finalement écarté Andy Burnett des suspects potentiels. Un autre événement a également suscité l'intérêt des enquêteurs. C'est sur la plage de East Beach, à Nurme, un mois avant le meurtre, que deux hommes se tenaient près des dunes, attirant l'attention d'un témoin inquiet. L'un d'eux, un jeune homme dans la vingtaine, semblait particulièrement agité, tandis que son compagnon, un homme un peu plus âgé, entre 40 et 60 ans, affichait une présence imposante. Ce dernier tenait un pistolet à la main, une vision troublante qui a marqué le témoin. Après avoir entendu parler du meurtre de Wilson, le témoin a compris que cette scène pourrait être sans doute être liée au meurtre et a décidé de se manifester auprès des enquêteurs. Les policiers ont jugé l'événement pertinent et ont fait un appel à témoins concernant les deux hommes de la plage. Cette théorie demeure par contre sans réponse concrète, Émile. Oui, c'est louche ça aussi, parce que ça demeure une petite communauté, puis je commence à trouver qu'il y a beaucoup d'incidents étranges là, pour une petite communauté côtière sans histoire comme ça. Oui, exact. Près de 2 décennies plus tard, Seb, en décembre 2023, on vous a dit que l'affaire avait des développements récents. Il y en a eu encore plus récents que ça, vous allez voir. Oui. L'affaire prend encore une fois un nouveau tournant lorsque la famille Wilson dépose une plainte officielle contre la police d'Écosse auprès du Police Investigation and Review Commissioner, j'imagine l'espèce de bureau d'éthique. Là. Oui. Cette démarche sans précédent révèle une profonde frustration face à l'enquête qui piétine depuis très longtemps. La famille dénonce une série de manquements, notamment l'annulation inexpliquée de l'arrestation d'un suspect potentiel en mai 2023, et il critique ouvertement le mauvais jugement des hauts responsables de la police. Parmi les griefs, une plainte spécifique a été déposée contre le détective en chef superintendant Paul Livingstone, soulignant des tensions au plus haut niveau. Le suspect potentiel correspondait à la description de l'homme dans l'affaire, un homme âgé entre 35 et 40 ans, mesurant environ 1,70 m ou 1,80 m, avec une casquette, un manteau bleu de type aviateur. Malgré cette description et les nombreux appels à témoins lancés au fil des ans, l'homme n'a jamais été appréhendé par les policiers. La famille Wilson considère inacceptable que Paul Livingstone conserve la supervision de toutes les enquêtes pour meurtre en Écosse, y compris celle d'Alistair Wilson, étant donné les questions entourant son intégrité. Honnêtement, le fait d'annuler l'arrestation d'un suspect demeure très étrange. Un malentendu sur la date d'arrestation et des enquêtes supplémentaires ont été évoqués comme principale raison de cette annulation. C'est clair que c'est bizarre.
Suite aux plaintes de la famille concernant la gestion de l'affaire, une enquête interne a été menée là, confirmant certaines erreurs, là, notamment en termes de transparence, de gestion des attentes aussi, puis d'incohérence dans les déclarations des officiers. Là. Ces développements ont conduit à la décision de rouvrir l'enquête sous la supervision d'un nouveau détective en chef. La police écossaise reste déterminée à élucider le mystère vieux de plus de 20 ans dans l'espoir d'apporter enfin des réponses à la famille Wilson. La police d'Écosse a présenté des excuses à la famille suite à cette enquête, reconnaissant ainsi que des erreurs importantes ont été commises. Dans une entrevue, Andrew Wilson, le fils aîné d'Alistair, on n'en a pas parlé beaucoup des enfants, a exprimé, lui, sa frustration et sa déception face à la gestion de l'enquête, lui aussi, là, sur le meurtre de son père. Maintenant, il a 24 ans. Souvenons-nous qu'Andrew avait seulement 4 ans lorsque son père a été assassiné presque devant ses yeux. Là. Il a fortement critiqué l'inefficacité et le manque de leadership des policiers à l'époque. Il souligne que cela entrave potentiellement la capture du meurtrier de son père et l'obtention de justice que sa famille mérite. Andrew a également exprimé son incompréhension quant au fait que Paul Livingstone, le chef des enquêtes sur les crimes majeurs, n'ait pas été licencié malgré les plaintes concernant sa conduite. Il a déclaré « Le seul souvenir que j'ai de mon père est de le voir allongé par terre juste après qu'il ait été abattu. » Tout un souvenir. Hein. Tu dis... L'espoir demeure que de nouvelles techniques d'investigation, combinées à un regard neuf sur les preuves, puissent enfin apporter des réponses à la famille Wilson et à la communauté de Nairn, ce qui pourrait enfin clôturer un chapitre sombre de l'histoire criminelle écossaise. Et le 23 novembre 2024, soit à l'approche du 20e anniversaire du meurtre, un témoignage qui avait été ignoré à l'époque refait surface. Il vient rappeler les nombreuses questions laissées sans réponse dans cette affaire. Tommy Hogg, 75 ans, se souvient avec précision d'un passager de bus au comportement suspect. Il avait vu l'homme se diriger vers la maison des Wilson peu avant le drame. Cet homme, qui dissimulait son visage et agissait étrangement, reste pour lui une figure clé dans ce mystère. Pourtant, malgré ses signalements répétés à la police, aucune arrestation ni publication de portrait robot n'a suivi. Alors que la police espère une percée grâce à la réouverture de l'enquête, ce témoignage met en lumière les failles d'une investigation qui n'a pas su exploiter toutes les pistes. Le souvenir intact de Tommy Hogg reflète la frustration et l'espoir d'une communauté qui attend toujours des réponses, mais surtout une justice pour la famille Wilson et Alistair. Oui, tout à fait. C'est toute qu'une histoire. On a fait un peu le tour de la chronologie des événements. Oui. Là. C'est particulier quand même qu'on était déjà sur le dossier de cette histoire-là, puis peu avant notre enregistrement, des nouvelles refont surface en novembre, juste avant notre épisode. Vrai, ça fait plusieurs fois que les astres sont alignés comme ça au niveau de nos épisodes. C'est un peu troublant même. Oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est un peu étrange. Hein? Ça, des fois, j'ai l'impression qu'on est dans un Sims quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, comme si les choses s'alignaient pour nous. Là. Ouais. Exact. Oui, c'est ça. On vit dans une simulation à distorsion un peu à chaque semaine. Il y a des cas similaires. On en a parlé. Elisabeth Barraza, assassinée au pas de sa porte, elle aussi dans sa cour, alors que tenait une vente trottoir. Ça me faisait penser aussi à OK Alkite, dont on a parlé il y a quelques saisons, une saison ou deux, j'en perds la mémoire tellement on a d'épisodes. Mais lui, un Américain assassiné sans raison, encore une fois, torturé même, aucune preuve d'ADN, quelques captures, je crois, de vidéos d'un guichet automatique du potentiel tueur, mais sans plus. Encore une fois, un individu louche avec une casquette, des techniques presque militaires employées ou limite vraiment de professionnels. Pas de mobile, encore une fois, dans le cas de OK Alkite, un meurtre en apparence parfait. Comme Alistair Wilson, moi, ça me sidère, ces histoires-là, Seb. Ah oui, le cas de OK Alkite, je pense que j'y pense, pas chaque semaine, là, mais assez régulièrement. Il y a des scènes qui m'ont troublé, même graphiquement. Là, on n'a pas vu de photos, mais juste la description. Mais aussi tout ce meurtre parfait-là. En fait, je pense que notre épisode, il s'appelait comme ça, là, quelque chose comme ça, là, un meurtre parfait. Donc, c'est vraiment troublant. Dans le cas d'Alistair,
je ne sais pas jusqu'à quel point il est parfait, parce qu'il y a quand même des traces, des témoignages, des choses comme ça. Puis on dirait que sa perfection, elle vient de l'incompétence, si je peux dire, des autorités. Oui. C'est fait au fil du temps, là, qui n'ont pas pris ça au sérieux, qui n'ont pas utilisé des témoignages, etc. On dirait que c'est ça, dans ce cas-ci, qui crée le meurtre parfait. Ah, c'est clair. Est-ce que vraiment il y en a un? Est-ce que ça existe, le meurtre parfait, les distordus? Est-ce que vous y croyez? Dites-nous-le en commentaire. Je vois, Seb, que tu avais pris des notes aussi de ton côté. Oui, je voulais être sûr des petits trucs. Justement, pour Andrew, le fils, lui, je lisais qu'il a fait beaucoup de thérapie pour effacer, d'une certaine façon, les souvenirs, beaucoup de souvenirs de son enfance, et qui travaille encore continuellement sur le dossier. Pour trouver, je ne sais pas jusqu'à quel point, à un moment donné, comme individu, tu es limité, là, j'imagine, oui. mais il continue à travailler avec sa mère là-dessus. C'est quelque chose que pour lui... Ça doit être une thérapie ça doit être continuel pour le reste de sa vie, là, de dealer avec... c'est sûr. Hein. Avec comment dire, même l'interrogation des raisons, tu sais, de ne pas trouver de raison rationnelle à ça. Là. Oui, exact, c'est pire. Oui, c'est ça, parce qu'il avait trouvé le coupable, la raison, etc. J'ai l'impression que dans sa tête, malgré les traumatismes, là, ça n'enlève pas les images qu'il a vues, mais c'est sûr qu'il y aura une porte qui se sera refermée. Là, on dirait que la porte elle reste ouverte, en fait, complètement. Sinon, ça fait pas mal le tour. Là, les autres points, on en a discuté quand même pas mal durant... je ne sais pas si on n'a pas parlé tantôt de l'interdiction de fumer à l'hôtel. Ah non? Parce que ça a l'air que ça faisait aussi partie... en novembre 2002, il y a une nouvelle hypothèse, en fait, sur le meurtre qui aurait pu être liée à l'interdiction de fumer. Parce qu'un peu partout dans le monde, ça commençait, là, les interdictions de fumer là, au début des années 2000. Oui, bien c'est ça. Puis ça a l'air que ça aussi, ça faisait partie des conflits du projet de terrassement du Havelock Hotel. OK. Puis c'est ressorti, je ne sais pas pourquoi c'est ressorti en 2022 dans l'enquête, mais que c'était une nouvelle hypothèse, que ça pouvait être un autre irritant qui aurait pu amener à sa mort. Mais mon Dieu, l'interdiction de fumer, c'est... Mais pourquoi? C'est quoi son lien entre Alistair et l'interdiction de fumer? Ah, mais c'est encore au Havelock Hotel. Mais je ne sais pas si ça serait lié à la plainte, j'imagine, à la plainte que Alistair ont fait dans le lot de plaintes. Mais je ne sais pas pourquoi que cet élément-là, en novembre 2022, de l'interdiction de fumer, précis serait une des hypothèses du conflit. Ah, peut-être qu'il fumait quand même, malgré l'interdiction. Oui, c'est peut-être que ça gossait à Alistair. Oui, effectivement, c'est peut-être quelque chose comme ça. Toute une histoire, guys. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous croyez au meurtre parfait, on veut vous entendre là-dessus. Oui. On n'a pas fini. En after show, on parle d'une autre histoire survenue un hiver québécois de tempête. Le meurtre encore inexpliqué de Michel Perron, qui a passionné le Québec dans les années 80. On sort un peu de notre ligne éditoriale. Il y a moins d'aspect numérique, mais on voulait en parler un peu. On est dans la thématique des meurtres inattendus, des meurtres inexpliqués, des meurtres sans mobile et aussi thématique hivernale aussi là, pour vous amener dans notre univers distordu québécois hivernal. On remercie nos deux fabuleuses recherchistes qui nous ont encore émerveillés dans leur bon travail cette semaine. Shout-out à vous. Shout-out à André Beaupré, notre cher monteur et designer graphique. Shout-out à vous, les distordus de partout. Merci d'être encore là. Merci de nous accompagner. Un autre tournant d'année important. Oui, c'est vrai. Ça fait 7 ans, je crois. Donc, bientôt quand même 10 ans. Ça passe vite quand même. Oui, c'est fou. Hein? Et aussi, merci à nos membres Patreon qui sont un peu les actionnaires de Distorsion. Et c'est le moment des très attendus shout-out. Seb, je te laisse commencer. Oh oui, je donne de l'amour à la mystérieuse Charlotte, à Sophie G. 1983, Stéphanie A., Katia et Véro Bois. Aussi, un gros shout-out à Chloé D., à Sean P., à Roxane K., à Céleste Z et à Mélanie L. Beaucoup d'amour à Karine R., à Katia 4, Andréane, Marie M. et Marie-France N. Un gros high-five à Dimitri, à Justine G., à David G., Nathalie B. et Roxane L. Je remets un certificat d'action à Laurie G., Camille G., Frank DB, Julie C. et Frédéric C. S. Un gros merci à vous. Oh oui. Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous aujourd'hui?
Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte. C'est rarement pour les bonnes raisons. Oh non!